Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission sur ABC. Je suis très content d'accueillir celle qui va s'installer sur les canapés. Et vous allez voir qu'elle s'est installée, qui plus est, d'une manière assez particulière. Et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est une des rares à se mettre vraiment très décontractée sur ces fauteuils. Et je suis vraiment content qu'elle soit là. Ça fait longtemps que je voulais la voir. C'est une femme moderne, une psychanalyste bien sûr, qui nous dévoile au travers notamment de son dernier ouvrage que je vais vous présenter dans quelques instants, mais que beaucoup connaissent déjà, et j'avais envie de l'interviewer d'une manière un petit peu différente. Elle nous dévoile, disais-je, un mélange d'abord de sa vie personnelle, de son parcours de vie, et c'est sans doute ce qui nous intéresse le plus sur ABC, mais également de son évolution professionnelle, même si son cursus passe d'abord par une formation universitaire académique dite classique, avec évidemment les plus grands de Freud, Lacan et Jung, mais elle va très vite comprendre, et c'est là où c'est intéressant, qu'il y a des limites, les limites de la psychanalyse académique, et tout cela va la conduire sur des chemins pas de traverse, mais sans doute différent pour aller expérimenter, explorer d'autres accès thérapeutiques à la recherche d'un autre inconscient. C'est donc incontestablement une expérienceuse que je reçois sur le plateau. Son livre s'appelle Une psy parle aux esprits. C'est chez nos amis de Mama Édition et je suis ravi vraiment que Martine Jarcot soit avec nous sur ABC tout de suite. Voilà, nous sommes bien installés et vous allez voir qu'avec le plan qui arrive maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle est confortablement installée. C'est Martine Jarcot. Bonjour Martine. Bonjour Marc. Je suis très content que vous soyez là. Moi aussi. Vraiment. J'adore cette posture. Vous êtes à l'aise? Non mais c'est vrai. Mais très, je me sens très bien. Hein, vous avez décidé de vous mettre pieds nus et de vous installer sur le canapé. Eh bien écoutez, ravi de vous accueillir sur ABC. Merci également pour ce bel ouvrage. Une psy parle aux esprits, c'est aux éditions, c'est chez Mama Édition, bien entendu. On va parler de respiration holotropique, on va parler de chamanisme, on va parler de l'association des deux, on va parler de l'art aussi, parce que l'art a une dimension, la peinture en particulier, une dimension particulière dans votre vie. Ce livre est sorti il y a quelque temps et je me suis posé la question, est-ce que dans le petit microcosme de la psychanalyse, il a fait du bruit? Alors, bon, je me suis un peu dégagée, j'ai pris mes distances par rapport au monde psychanalytique, qui est encore très enfermé sur lui-même, certainement pour des questions de pouvoir, mais je reste très fidèle à la psychanalyse parce que Freud disait à la fin de sa vie que s'il devait revivre, il s'intéresserait à l'invisible. Et il s'y intéressait déjà, puisque l'inconscient, qu'est-ce que c'est si c'est né de l'invisible? On en parle, mais on ne le voit pas. Et l'inconscient s'adresse à notre âme. Hein. La psychanalyse, en fait, c'est le langage de l'âme. Et puis, psuké, c'est aussi la respiration. Et faire une analyse, c'est aussi retrouver sa respiration. Donc, pour moi, c'est indissociable. Et je reste fidèle à Freud parce que la psychanalyse, c'est aussi un ancrage théorique. Et moi, je me suis spécialisée dans les états d'expansion de conscience, hein, avec la respiration holotropique et le chamanisme. Et il me semble très important de ne pas les dissocier. Parce que si on pratique les états modifiés de conscience en tant que thérapeute, de psychothérapeute, sans avoir un ancrage clinique puissant, hein, structuré et structurant pour le patient, ben on va vers des dérives. Et vous parlez notamment dans votre ouvrage du rôle du thérapeute. On va y revenir dans quelques instants. J'ai évoqué justement le cursus classique que vous avez eu, Jung, Lacan et puis Freud. Vous parlez plus de Freud? Oui, parce que ma formation, elle est essentiellement freudienne et j'ai commencé à m'intéresser à Jung et à vivre des expériences lumineuses lorsque je me suis formée à la respiration holotropique. Et là, j'ai bien réalisé que on ne peut pas aller vers le grenier si on n'a pas exploré la cave. Et vraiment, avec ma psychanalyse qui a duré très longtemps, puis je travaille encore sur moi, hein, quand on est psychothérapeute, on ne peut pas arrêter le travail personnel. J'ai vécu des expériences que j'aurais jamais pu vivre dans une psychanalyse classique. Mais c'est grâce aussi à cette psychanalyse classique qu'en vivant des expériences dites transpersonnelles, j'ai pu aussi rester bien ancrée dans la réalité. Parce que la bascule, elle se fait très vite. Quand on lit votre ouvrage, je parlais évidemment de la dimension professionnelle, de votre parcours de vie qui passe par le fait de se révéler, de se dévoiler aussi, de parler de votre enfance, du rapport à votre père, etc. On va y revenir.
Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est douloureux? Il y a beaucoup d'auteurs qui vont chercher justement à la cave parfois et qui font remonter comme ça, consciemment ou inconsciemment, des souvenirs qui sont difficiles à coucher sur le papier. Ça a été le cas pour vous? Je crois que si mon livre, j'aurais pas pu l'écrire, il y a encore 10 ans. Je crois que j'ai pu l'écrire maintenant parce que, bon, j'ai une carrière, enfin, j'ai beaucoup d'expériences, cliniques. J'ai beaucoup d'expériences personnelles aussi et puis ma pratique, clinique, ma pratique avec mes patients, elle est indissociable de ma vie personnelle et ce sont les épreuves que j'ai vécues Mmh. qui font que je suis plus à même encore d'être au chevet, hein, de la souffrance de l'autre et ce qui m'a bon, vous avez lu mon livre, donc Mmh. je parle de 2 agressions On va terribles y revenir. Mmh. qui m'ont fracassée, mais qui m'ont fait découvrir la peinture. La dernière agression m'a fait accoucher de mon livre. Et puis, ça m'a rendue plus humaine aussi, hein. Je crois que c'est la souffrance qui nous rend plus humains et qui nous renvoie à notre pauvreté d'humain aussi, Mmh. hein. Ce qui n'empêche pas d'aimer la vie, hein. Mais le fait d'avoir été au chevet de moi-même, d'avoir failli aussi ne plus marcher, c'est peut-être pour ça aussi que je me sens bien dans cette posture, parce que la deuxième agression, je me suis jetée par la fenêtre pour échapper au poignard du criminel. Et les médecins ne savaient pas si j'allais remarcher. Mmh. Mais j'ai puisé dans mes ressources personnelles, et puis me voilà. Donc, je suis contente de pouvoir plier mes jambes, de pouvoir bouger, c'est très important pour moi. Je me suis posé la question aussi, et n'y voyez pas là une offense particulière. Est-ce que vous êtes une femme du 21e siècle? Disons que je me sens très bien dans ma posture de femme du XXe siècle, XXIe siècle, je ne sais pas. Je peux être encore très traditionnelle dans ma posture homme-femme, mais je suis une femme libre et libérée. Et mon éditeur me disait, mais en fait, j'ai une aventurière de la psyché, c'est vrai. Une Est-ce que je suis expériencieuse? une expériencieuse? J'ai toujours aimé repousser les frontières, repousser les limites, hein, de moi-même pour voir ce dont j'étais capable. Mais ce qui n'empêche pas que parfois je peux avoir mes downs aussi. Et voilà, et je peux aussi avoir mes zones de grande vulnérabilité. Mmh. Et je les accepte, même si c'est parfois difficile à vivre. Mais je les accepte. Et puis bon, on se remonte. Et on remonte très vite. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire passer aux patients. C'est que si on était étal, hein, dans notre personnalité, dans notre tempérament, on serait comme la mer morte. Mmh. Et dans la mer morte, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui grandit. Donc on est des êtres mouvants, hein, et le mouvement, c'est aussi la vie. Est-ce que le temps est une angoisse pour vous? Le temps est une angoisse dans la mesure que j'ai envie de faire encore tellement de choses que c'est vrai que je peux avoir une forme d'appréhension par rapport au temps qui passe et puis qui ne se rattrape pas, Mmh. hein. D'où l'instant de vivre l'instant présent, Ah oui, hein, d'où l'évidence, voilà, ouais, je dont suis on une grande parle. gourmande de la vie, De ça la c'est oui, sûr. absolument. Alors, j'ai Ouais, pas ouais, osé le mettre au départ dans la présentation parce que je trouvais ça assez classique, mais c'est une réalité. ouais, je suis une gourmande, oui. Ouais, ouais. Mm. Alors, on va revenir évidemment. Cet ouvrage, il est vraiment très beau. Une psy parle aux esprits. Mama Édition. Déjà, rien que le titre, par exemple, je me suis dit, ça, ça va pas laisser indifférent. Et notamment dans certains milieux psycho-médicaux où vous prenez parti et vous dites véritablement que effectivement il y a le conscient, l'inconscient, et puis il y a des choses comme ça qu'on arrive à faire ressurgir. Il a fait réagir ce titre? Alors, au début, alors, on avait réfléchi à plusieurs titres avec Tigrane, mon éditeur. Mm. Et puis j'ai pris mon tambour et c'est le titre qui a surgi. Et puis après, je me suis dit, mais c'est peut-être un peu prétentieux ce titre. Parce qu'en fait, je parle aux esprits. C'est pas les esprits du monde invisible. Ce livre s'adresse aux esprits, à l'esprit humain Mm. et à des gens qui sont en quête. Je fais pas tourner les tables et je parle pas aux morts, hein. Alors je me suis dit que ça pouvait être un peu à double niveau, mal compris. Puis on s'est dit, bon, on le laisse. On laisse parce que ça, le titre m'est venu comme ça. Mm. Alors, parlons de votre parcours. C'est intéressant. Et moi, j'aime bien revenir évidemment au démarrage. Et vous Mm. l'évoquez, donc il n'y a pas d'interdit. Vous dites que vous avez une enfance heureuse, hein, visiblement. Vous parlez beaucoup du rapport que vous avez avec votre papa, qui a évidemment, comme tous les papas, mais vous, il y a quand même une relation particulière avec votre père. Oui, c'est un homme qui me comprenait pas du tout. On se comprenait pas très bien. C'était un homme pragmatique, très
je serais pas matérialiste, mais un homme de la matière. Et moi, depuis que je suis toute petite, je sens mon rapport au monde invisible, et je sens qu'il y a d'autres réalités. Et l'homme à qui j'aurais pu en parler, c'était mon grand-père maternel, dont je parle aussi. Et je me suis sentie très, très seule quand j'étais enfant, mais il y avait la présence très, très aimante de mon père. Une présence qui était aussi une présence-absence, parce que c'était un homme qui travaillait beaucoup, qui avait été très, très marqué par la guerre, qui avait beaucoup souffert. Et c'était un homme assez taciturne, mais d'une très grande bonté, d'une très grande générosité. Donc, il était très, très chérissant. Hein. J'étais plus proche de lui que de ma mère, quoique. Mais c'était des êtres qui avaient été très, très marqués par la guerre. Et d'ailleurs, je leur dédie ce livre. Hein. Et même mon père, c'est difficile d'en parler maintenant parce que c'est. Mais il ne comprenait pas du tout ce que je faisais. Et Parce que vous aviez ces perceptions toute petite. très, oui, je suis née dans la marmite. Mon grand-père maternel était un homme très érudit, un juif talmudiste et certainement kabbaliste. Mais moi, à l'époque, je sais Ça pas. Ne vous parle pas. Ça me parlait pas. Oui. Et j'avais avec lui une relation très télépathique. Et j'ai vu dans un de mes voyages chamaniques, plus tard, quand j'apprendrai à voyager dans la réalité invisible au tambour, que c'était un de mes guides. Et il avait le prénom d'un patriarche qui s'appelait Abraham. Donc votre père n'accepte pas tout cela. Il se demande un petit peu, un jour il dit à ma sœur, mais tu sais Martine, elle m'a parlé de vie antérieure, de la vie après la mort, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu folle? Je suis pas folle, non? Clairement. Bon, il se trouvait ça bizarre que je fasse des études de psycho, parce qu'il aurait voulu que je reprenne son affaire. J'étais un peu le fils qu'il aurait voulu avoir. Il m'appelait Martin, il ne m'appelait pas Martine. Et puis un jour, je lui ai dit, mais non, papa, ce qui me passionne, c'est la psychanalyse. Alors, c'est marrant parce qu'il était expert auprès des douanes. Il était dans la fourrure, il était expert auprès des douanes et des tribunaux, des cours d'appel. Et puis un jour, il me dit, tu sais, ma chérie, tu devrais passer le concours d'expertise. Et puis, je dis, papa, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le soin, c'est la psychothérapie, prendre soin des gens. Alors, je lui ai expliqué avec des mots qu'il pouvait comprendre. Mais bon, et puis quand il est mort, enfin quand il a été très malade, il a eu une maladie neurodégénérative que j'ai diagnostiquée. Les médecins ne l'avaient pas vu. On l'emmène chez un médecin, non. Puis je l'emmène chez un deuxième médecin, on lui fait passer des tests, et il avait une maladie neurodégénérative. J'ai écrit un livre sur sa maladie et l'accompagnement qui s'appelle Mon père au loin. Et je l'ai accompagné pendant toute sa maladie jusqu'à ce qu'il parte. Et ça a été extraordinaire parce que là, on a pu communiquer. On communiquait à un niveau infraverbal. J'allais le voir, je mettais de la musique, je le touchais, il y avait quelque chose, c'était très beau. Voilà. Et c'est là, je pense, que notre relation a pu s'exprimer le mieux possible, d'une façon extrêmement subtile. Et l'amour était là, il a toujours été là. Et c'est cet amour aussi qui m'a aidée, même si on s'engueulait, c'était un homme qui était un peu dur, hein, mais il avait une grande bonté. Il quittera ce plan, si je puis dire, en 2006, hein, au mois de Ouais. novembre. Et vous parlez du travail du deuil. Vous dites le travail de deuil essentiel pour se reconstruire après le départ d'un être cher fut long, et l'écriture en fit partie. C'était aussi une manière, le premier ouvrage notamment, d'exorciser ça, si je puis dire. Tout à fait, oui. C'est un chant. Le fil rouge du livre, en fait, c'est l'amour. Ce livre, c'est un chant d'amour, en fait. Et c'est aussi, à mots couverts, une prise de position par rapport au droit de mourir dans la dignité. Ça, c'est la grande question, hein, évidemment. Ouais. Bon, je le dis, hein, franchement, je milite. Et je trouve qu'il est tout à fait dommage que dans notre pays, on ne soit pas plus clair par rapport à ce droit qui est un droit absolu. Chacun doit pouvoir choisir lorsqu'on est dans une maladie totalement déficitaire, létale, dans laquelle il n'y a aucun espoir de guérison. On doit avoir le droit de choisir sa mort pour partir le plus dignement pour soi d'abord et puis pour l'entourage. Parce que l'entourage souffre énormément. Alors, c'est une question, c'est un vaste débat, ça. Ah ouais, on pourrait évidemment, ça dure depuis des décennies et c'est toujours, on arrive toujours. On a le sentiment quand même que tout le monde fait le même constat, tout le monde est d'accord et pourtant, c'est très difficile à légiférer sur cette question. Donc, bon.
Il y a évidemment quelque chose de très intéressant et la première question que j'ai envie de vous dire, avec la dimension spirituelle que vous avez, votre père aujourd'hui, vous le ressentez encore aujourd'hui? Ah, ben, je le ressens, en ce Est-ce que moment. quand on parle des signes, quand on parle Ah des ouais, choses comme ça? oui, j'ai eu des signes. Alors, par exemple, j'ai été agressée la première fois. Mmh. Mon père est parti le 10 novembre 2006. Il a été enterré le 13 novembre. Et un an après, jour pour jour, j'étais agressée. J'en parle dans mon livre Mmh. et je sens qu'il était là parce que moi, je me suis retrouvée, bon, j'étais agressée par trois gangsters et je me suis retrouvée avec un revolver contre la tempe. Et puis, bon, à un moment, bon, je ne vais pas résumer, je ne vais pas tout raconter, c'est trop long. Ça s'est terminé d'ailleurs par un procès en, en correctionnel. Mmh. Et à un moment, je dis à un des criminels, mais si c'était votre mère, est-ce que vous agiriez de la même façon? Il m'a regardé, il est parti. Enfin, tout est décrit dans mon Oui, livre, dans le livre, oui, bien ce sûr. serait trop long. Et là, je sais que c'était mon père qui m'avait inspiré. Mon père meurt le 10 novembre, je suis agressée il est enterré le 13. Le 17 novembre, pratiquement jour pour jour, je suis agressée. Et Mmh. Et on va voir à quel point, effectivement, d'abord cette première agression, puis la seconde, prend une dimension incroyable. C'était en 2016, la seconde, hein, au mois de septembre, si je ne m'abuse. Le 5 oui, oui, septembre? tout à fait, Ouais, c'est tout ça, à fait. ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, alors c'est pour ça que moi je pense que c'est important de donner du sens à l'épreuve, puisque Ouais. c'est c'est pour me guérir de cette première agression que j'ai commencé à peindre. Mais je n'ai pas commencé à peindre en disant ben, je vais peindre. Le soir de l'agression, j'appelle un copain psychiatre, je lui raconte ce qui s'est passé. Et il me dit, mais écoute, je viens de voir, et puis on va te mettre sous antidépresseurs et anxiolytiques. Et je dis, Pierre, tu sais que j'ai une pratique chamanique. Je ne suis pas chamane, hein, j'ai une pratique chamanique. J'ai appris, et puis je travaille au tambour. Je vais me relier aux forces cosmiques. Et j'ai demandé à un de mes animaux totems, bon, j'avais un peu briefé là-dessus, bah, comment puis-je me guérir. Donc le soir, j'ai pris mon tambour, j'ai demandé à mes animaux de pouvoir comment me guérir, et j'ai entendu comment sortir de ce stress post-traumatique, parce que c'était très, très, très invalidant ce que j'avais vécu. Et j'ai entendu en anglais et en français, je suis dans les deux langues, peint et paint. Et à l'époque, j'habitais rue Notre-Dame-des-Champs, donc à Montparnasse, juste à côté de la rue de la Grande Chaumière, où il y a ce fameux marchand de peinture Sennelier. Et le lendemain, je me suis dit, je pratique le chamanisme, ben, je vais mettre la réponse à l'épreuve, je vais voir ce qui va se passer si je peins. Donc j'ai acheté plein de matériel. J'avais jamais peint, j'étais nulle à l'école. C'est ce que j'allais vous dire. Vous n'aviez pas du tout cette Non, non, non. sensibilité artistique à la Ah non, base? j'ai toujours été très artiste. Et, le père de mes enfants était marchand de tableaux, donc j'ai organisé des expositions. J'étais très proche du milieu de la peinture, mais je suis incapable de dessiner et jamais j'avais pris des pinceaux. J'ai connu des peintres qui avaient tellement de talent que moi, je ne pouvais pas m'autoriser à peindre. Puis, bon, et là, et ça a été extraordinaire, parce que j'avais l'impression, quand j'ai commencé à peindre, quand ça a commencé, que ma main était complètement agie. C'est-à-dire, complètement, j'étais au service de quelque chose qui me dépassait, et moi, j'étais l'instrument. Donc, j'ai peint pendant 9 mois, entre des patients, dans une toute petite pièce, et la nuit, j'étais jamais fatiguée. Et puis, j'ai exposé, et puis j'ai continué, et j'enseigne dans mes séminaires le pinceau chaman, c'est-à-dire comment peindre en état d'expansion de conscience. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire justement cet état d'expansion de conscience quand vous êtes en peinture? Est-ce est-ce que physiquement il y a une transe physique, ou est-ce que voilà, votre bras se fait guider d'une manière très naturelle, et personne ne pourrait se douter que vous êtes justement dans cet état second, si je puis Alors, dire? quand j'enseigne le pinceau chaman, j'adore cet atelier. J'apprends aux patients à voyager au son du tambour. D'abord, je leur explique théoriquement le monde chamanique, bon, l'animal du pouvoir, la fonction de l'animal de pouvoir. Et une fois qu'ils ont rencontré leur animal de pouvoir, je leur propose de le danser
pour bien sentir l'énergie. Et ensuite, une fois qu'ils sont incorporés par l'énergie, ils prennent des pinceaux, des tubes, et puis ils se laissent aller. Et ce qui est intéressant, c'est que je leur demande de peindre avant le voyage chamanique et avant la rencontre avec l'animal de pouvoir ou le guide spirituel. Parce qu'il y a le monde d'en bas où sont les animaux de pouvoir, puis il y a le monde d'en haut où se trouvent les guides à forme humaine, ou les héros mythologiques, le Christ, la Vierge. Et donc, quand ils peignent en état ordinaire, en état de conscience ordinaire, bon ben quand on ne sait pas dessiner ou peindre, et dès qu'ils ont rencontré cette puissance spirituelle qui va les guider, qui va se manifester à l'intérieur d'eux et aussi à travers leurs mains, à ce moment-là, on voit des peintures qui sont complètement transfigurées. Parce qu'il n'y a plus la censure du mental, et il y a cette puissance créatrice qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui va pouvoir s'exprimer parce qu'elle n'est pas ligaturée par c'est pas bien, les interdits et tout ça. Il y a une liberté totale. Et les gens se révèlent à ce moment-là. Alors, je les fais danser pour que l'énergie monte. Mais la transe, ce n'est pas nécessairement quelque chose de gesticulant. La transe, c'est un état, transe, c'est passer de l'autre côté. Donc la transe, quand on médite, on est déjà dans une transe, mais une transe plus intériorisée. Là, c'est une transe extériorisée. Mais si je peins, non, je suis dans un état tout à fait calme, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est-à-dire que je n'ai plus d'ego, c'est plus c'est quelque chose de beaucoup plus large que moi qui obéit à ce qui demande à sortir. Je ne sais pas si vous avez été voir mon site. Ou... J'ai mis, je suis allé chercher effectivement quelques photos de vos peintures. Comment est-ce que vous pourriez décrire ça? Mais j'en sais rien. Et oui, après coup, est-ce que quand vous sortez de cette transe et que vous re-regardez ce tableau, il y a un effet de surprise, il y a un effet de stupéfaction, il y a un effet de stupeur? Écoutez, oui, parce qu'en le voyant là, d'abord, je vois la tête du Bouddha, mais je l'ai fait d'ailleurs l'été dernier. Je l'ai fait, je ne sais même pas ce que je fais. Et j'ai dit à mon conjoint, c'est Bouddha. Et puis là, en le voyant, j'ai l'impression que c'est un géant qui crache une tête de Bouddha. Et puis, il y a une lettre hébraïque là-bas, qui est le Lamed. Et ben, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Et le dernier tableau que j'ai fait, ça, je l'ai fait aussi en Provence. Je suis très marquée par les lettres hébraïques, et quand elles surgissent, c'est pas mon conscient qui les... Bon, je les connais, les lettres hébraïques, puisque c'est de là d'où je viens. Bien sûr. Et avec les années et le temps passant, je reviens de plus en plus à ce qui m'a fécondée aussi. Alors que j'ai voyagé dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, j'ai eu un maître... Et vous êtes cherché. Oui, et puis bon. Et puis, je pense que plus le temps passe, plus je crois qu'il y a ni Bouddha, ni... il y a une source. En franc-maçonnerie, on dit qu'il y a un grand architecte. Il y a une force qui opère. Et puis, c'est notre culture, nos traditions de civilisation qui ont fait qu'on les nomme avec certains noms. Et je crois que non, il y a un créateur. Je vais vers beaucoup de dépouillement, en fait. Il y a cet art qu'est la peinture, qui vous permet effectivement cette libération et puis cette expression dans cet état de transe. Est-ce qu'on pourrait apprendre un instrument de musique? Est-ce qu'on pourrait faire autre chose que cet art-là? Je me suis posé la question et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne me mettrais pas au piano? Et j'ai trop peur parce que j'ai une passion pour la musique. D'ailleurs, je peins en musique très souvent. Je travaille en musique. Il n'y a pas une séance avec un patient qui se passe sans musique. Et puis la respiration holotropique, on ne peut pas la pratiquer sans la musique. La musique, elle est très porteuse, elle est très galvanisante. Elle peut vous mettre dans la joie, mais aussi dans la peine plus profonde. Et en hypnose, je pratique pratiquement plus les suggestions, mais verbales, mais j'utilise la musique. C'est la musique qui emmène le patient. Et pourquoi vous avez cette appréhension à essayer? J'ai peur parce que mais j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, je disais à Maurice l'autre jour, mais je devrais apprendre le piano. Il me dit, pourquoi tu n'essayes pas? Eh oui. En tout cas, dans la continuité de votre cursus, si je puis dire, il y a évidemment les études pour devenir psychanalyste. Et puis, il y a un ouvrage qui vous a profondément marqué, vous l'évoquez aussi dans votre livre, c'est celui-ci. Oui.
quand j'étais petite, je faisais, en fait, je l'ai su après, c'est Grof qui m'a, parce que quand j'ai, Stanislas Grof. qui était vraiment mon mentor. Hein, alors, si on peut parler de maître, mon vrai maître, c'est lui. C'est lui, et cette histoire autour de Grof, elle est tellement incroyable. Vous avez l'émotion, hein, ça se sent. Ah là là. Qu'est-ce que ça vous procure de le voir Ben, là c'est là, il voit au-delà du visible, il vous pénètre, enfin, il vous pénètre sans effraction, hein, parce qu'il est très très respectueux de l'autre. Et je me souviens que la première fois que je l'ai vu physiquement, c'était au début d'un séminaire aux États-Unis, je l'ai vu de dos, et je savais que c'était lui. Et je suis allée le voir, je dis, mais Stan, j'ai l'impression de vous connaître, de te connaître. Tout se fait en anglais. Je dis, il m'a dit, mais nous nous connaissons. Et là, j'ai l'impression qu'en le voyant, ben oui, c'est ça. Je crois que c'est la rencontre qui m'a, au niveau de l'évolution psychique, spirituelle, qui m'a le plus marqué. C'est le daimon, hein, c'est le passeur au sens vraiment le plus pur. Hein. Qu'est-ce qu'il a apporté, Stanislas Grof, justement sur les études d'état modifié de conscience? Je crois qu'il a tout théorisé. Voilà, parce que d'abord, il est psychiatre, il est psychanalyste. Et puis c'est lui qui a aussi théorisé, enfin, commencé à pratiquer les thérapies sous LSD. Hein, quand Albert Hoffman, un jour, il était encore psychiatre, chef et psychanalyste à Prague, à l'hôpital Saint-Charles, sous l'ère communiste. Et puis il reçoit cette photo, elle est extraordinaire. Si vous pouvez me l'envoyer, parce que c'est. Je vais vous l'envoyer. Et Hoffman lui propose d'essayer le LSD sur des patients. Et Stan a dit non, moi je n'essaie pas le LSD sur des patients. D'abord, je vais essayer le LSD sur moi. Et pendant des mois et des mois, il a pris du LSD, il a écrit ses séances de façon extrêmement. Il est très précis. Hein. Et puis, il a réalisé qu'il avait atteint des couches de lui-même qui étaient inatteignables dans une thérapie verbale. Hein. Il est allé jusqu'au jusqu'à l'accouchement, la période gestative, la fécondation, puis aussi des mémoires ancestrales. Et puis aussi des moments de la grossesse de sa mère et des événements familiaux dont il n'avait jamais entendu parler et qui s'étaient passés lorsqu'il était in utero. Ça veut dire qu'il y a déjà une conscience qui est là. Le bébé, c'est une personne dès lors qu'il est dans le ventre de la maman. Et il entend tout, il percute tout. Donc il a repris les travaux du psychanalyste viennois Otto Rank, hein, le traumatisme de la naissance, et il a pu réaliser et vérifier que tout ce que disait Rank au niveau intuitif était complètement vrai. Et où est-ce que vous le rencontrez en Californie, c'est ça? Alors je l'ai rencontré en 92, ouais, je crois. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Cette rencontre, elle est tout à fait incroyable. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant en 84, j'en parle aussi dans mon livre, parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Et que la rencontre avec la personne, elle se fera lorsqu'on est prêt, lorsque l'âme est prête, hein, que ce soit au niveau spirituel et intellectuel, au niveau amoureux. Hein, mon prochain livre traite de cela, hein, des rencontres très fortes qui se font oui, lorsque les deux âmes se retrouvent et en accord avec le temps. Et donc, je suis à une brocante à l'Île-sur-la-Sorgue, en Provence, et je regarde les livres anciens. Il n'y avait que des livres anciens. Et le seul livre moderne qui était là, c'était un des livres de Grof qui s'appelait Psychologie transpersonnelle. Je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est ça. J'avais 34 ans à l'époque. Je rentre chez nous, j'ouvre le bouquin et je trouve ça très, très ennuyeux. Et je le mets de côté. Et puis, 3-4 ans après, je faisais partie de l'équipe française de IANS, International Service 1, qui était la première association, la seule association en France à s'occuper des états proches de la mort, des Near Death Experience, qu'on appelle maintenant EMI. Et j'étais ou NDE. Hein, et j'étais très, très investie dans cette association qui avait été créée en France par Evelyne Sarah Mercier et puis un autre un psychiatre dont j'ai oublié le nom.
Alors là, c'est extraordinaire cette histoire. Et je vois un petit flyer. Donc j'avais le livre de côté et puis je trouvais chiant ce bouquin. Et puis un petit flyer qui annonce séminaire de respiration holotropique organisé par Birgit Aschauer, qui est une thérapeute allemande formée par Grof, et elle faisait un séminaire à Reims. Et je me suis inscrite. Et là, j'ai vécu une expérience absolument incroyable de sortir du corps. Et j'étais une divinité solaire. Et j'étais en dehors de mon corps. Et alors je suis une divinité solaire. Et avant de sortir de mon corps, j'avais commencé à danser. Mais c'était l'énergie qui me faisait danser. Et j'étais comme une danseuse indienne. Puis hop, je sors de mon corps. Là, je reviens, on va revenir à Monroe. Et je me pose, mais qui suis-je? Il n'y avait pas de réponse. J'étais un point dans l'univers et j'avais plus d'ego. J'étais une forme immatérielle. Et ça dure si tard, parce que l'expérience se fait à deux. Vous êtes dans l'expérience et vous êtes accompagné par quelqu'un. Je me dis, mais attends, c'était incroyable. Et j'étais dans la posture, donc je m'étais mise dans cette posture. Et je n'avais pas de dossier derrière, j'étais dans ma posture du lotus. Et puis il y a eu un chant de Muktananda, Om Namah Shivaya, et je suis restée comme ça peut-être. Alors que j'ai fait du yoga pendant longtemps, mais je suis incapable dans la réalité de prendre la posture du lotus sans siège. Et mes jambes, elles étaient vraiment comme très très écartées. Et puis petit à petit, je suis revenue à la réalité. Et ça a été le point de départ. Je me dis, c'est pour moi, il faut que je me forme à cette approche. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai des enfants, je suis mariée, mes patients, etc. Et puis, j'ai décidé de faire la formation, j'ai rempli un dossier. Et puis, j'étais d'accord pour partir 2 ou 3 fois par an pendant 15 jours. Tout s'est fait avec beaucoup de grâce. C'était juste. De facilité. Et de facilité. Et donc, je me suis formée. Et ça a été le point de départ de mon intérêt pour les états d'expansion de conscience, pour les voyages hors du corps. Et lorsque j'ai raconté à Grof mon expérience, et puis aussi les expériences que je vivais quand j'étais enfant, où je passais à travers les murs, et puis j'essayais d'allumer les interrupteurs, mais je n'avais pas de force, puisque c'était mon corps subtil. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis intéressée aux états modifiés de conscience, et puis ensuite il y a eu les plantes psychédéliques, parce que c'est évident que lorsqu'on se forme auprès de Grof, on a envie d'y goûter. On teste l'ayahuasca, par exemple. L'ayahuasca, c'était plus tard, mais c'était surtout le LSD, le 2CB. C'est pour ça que je disais que vous êtes une expérienceuse, et ça, pour le coup... Mais oui, parce que quand je me suis formée, quand j'ai terminé ma formation chez Grof, j'avais 40 ans, donc ça fait quand même 3 décennies. Bon, je dis mon âge, hein, de toute façon, je suis née 5 ans après la guerre, donc... mais oui, je me rends compte maintenant que, entre guillemets, j'ai ouvert des portes et que lorsque je parlais à mes confrères, ils étaient intrigués, etc. Il y en a certains qui devaient penser que j'étais un peu dingue, mais très peu en fait, parce que j'étais quand même respectée dans la mesure où je savais ce que je faisais, quand j'en parlais dans des groupes, on essayait de théoriser l'expérience. Mais il y a des expériences spirituelles qui ne sont pas théorisables. Alors, évidemment, j'ai retrouvé des éléments de mon enfance, de ma relation avec mes parents. Mais ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était tout le domaine transpersonnel. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus que notre corps. Même si dans notre corps, si on n'est pas dans notre corps, on ne peut pas vivre. Est-ce que vous avez dit à Grof que son livre était d'un ennui sidéral? Non, je ne crois pas que je l'ai dit. Alors cet ouvrage, d'abord, il apparaît dans votre vie très tôt. Il apparaît, je crois, est-ce qu'il apparaît avant Grof ou après? Non, c'est après Grof. C'est quand je fais ma formation avec Grof. Et lorsque Monroe expérimente ses premiers voyages hors du corps, il a l'impression qu'il devient fou. Hein. Donc c'est pour ça qu'il téléphone à un de ses copains psychiatres pour lui raconter. Et puis ils vont organiser des voyages où le psychiatre va lui dire, voilà, mets-toi dans un état profond de relaxation, vois ce qui se passe. Moi, je ferai quelque chose chez moi et viens chez moi et puis visite la maison. Et puis lorsque tu sortiras de ton état de transe, c'est-à-dire
tu reviendras à la réalité profane, ordinaire, tu me diras ce que tu as vu. C'était toujours juste, donc il n'était pas fou. En fait, il y a un nom savant, je crois que c'est hétéoscopie, je crois. Je crois que c'est le mot savant. Mais en fait, même Platon en parle des expériences hors du corps. Platon parle aussi des expériences de mort imminente, des NDE. On en parle dans beaucoup de traditions, donc ce n'est pas un phénomène récent. Mais on est dans une société, dans une civilisation qui est tellement hyper technocratique, technocrate, technique, qu'on oublie finalement qu'on a encore beaucoup à apprendre des peuples premiers. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas des passerelles plus fines entre les civilisations traditionnelles et puis notre monde moderne, parce qu'on a à s'enrichir les uns les autres. C'est comme entre la médecine classique, conventionnelle, et puis les médecines alternatives. On ne peut pas diaboliser ni les unes ni les autres, mais elles doivent se rencontrer aussi pour le bien du patient. Ce qui est formidable dans votre livre, c'est que quand on suit le cheminement, on a l'impression que vous avez une autoroute. C'est-à-dire qu'on sent que tout est bien mis en place avec toutes ces rencontres, ces livres qui tombent au bon moment, ces conférences, ces ateliers auxquels vous allez assister, participer, qui vont forger évidemment et qui vont confirmer vos certitudes. Et puis il y a des gens également dans votre parcours qui sont extrêmement importants. Je pense notamment à ce monsieur, entre autres. Un mot sur Michael Harner. Alors, je l'ai rencontré la première fois, je devais avoir 40 ans, 42 ans. Je faisais un 2-week programme à Esalen, à l'Institut Esalen, qu'il co-animait avec Sandrine German. Sandrine German, c'était une de mes grandes enseignantes aussi. Les deux qui m'ont le plus marqué dans le monde chamanique, c'est Sandra et Michael. Et ils avaient une collaboration extrêmement vivante, pleine d'humour. Hein. Et ce qui était intéressant, et moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que Sandra était psychothérapeute et Michael Harner était anthropologue. Pour moi, la formation académique, c'est quand même important parce que ça crée une culture. Et je pense que la culture, c'est vraiment aussi une référence. Et ça crée une structure mentale. Il faut aussi s'en défaire parce que si on reste académique, je veux dire, on se dessèche, on devient comme un os dur. Hein. Il n'y a plus de chair. Mais ils lisaient l'un et l'autre. Et d'ailleurs, poursuivre à l'époque la formation de Michael et de Sandra, il fallait remplir vraiment un dossier circonstancié, avoir été en psychothérapie. Oui, il y a une sélection. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment important parce que dans le voyage chamanique, alors, je ne suis pas chamane. Maintenant, je me dirais, après 40 ans de pratique, non, 30 ans. Non, 40 ans, parce que j'ai commencé à 30 ans. Je dirais que je suis une guérisseuse. J'aime le mot anglais healer, c'est-à-dire que je suis une guérisseuse de l'âme. C'est étonnant que vous me disiez ça parce que j'ai l'impression, j'ai reçu aussi Laurent Hugli, qui est également, qui lui est chaman, et aujourd'hui il ne veut plus qu'on l'appelle chaman, il ne veut plus qu'on lui donne ce titre, parce qu'il nous parle d'ailleurs dans l'émission, il dit que ça l'a considérablement, ça lui a posé beaucoup de problèmes, etc. Et il dit praticien en chamanisme. Absolument. Vous aussi? Ah oui, oui, d'ailleurs, Sandra dit jamais qu'elle est chamane, Michael aussi, nous sommes des praticiens du chamanisme, c'est-à-dire que c'est Michael qui a créé le terme de core shamanism, c'est-à-dire le néo-chamanisme. Nous, on pratique une forme moderne, c'est-à-dire je dirais pas qu'on pratique une sorte de chamanisme urbain. On vit dans des villes, on est des Occidentaux, on ne peut pas être chaman comme on l'est en Mongolie ou en Amazonie. Et on nous donne des outils, et ce sont des outils aussi pour pouvoir accéder plus facilement au monde invisible, à la réalité non ordinaire. Mais pour les gens qui ont une intuition extrêmement développée et qui sont déjà très très reliés, ils n'ont peut-être pas besoin de passer par tous ces apprentissages. Et ce que nous disaient Michael et Sandra, c'était burn your notes. Vous avez pris des notes pendant les formations. Maintenant, brûlez vos notes et laissez-vous imbiber, laissez-vous recevoir les informations qui viennent de la réalité non ordinaire. Et cette réalité non ordinaire, est-ce que ce n'est pas notre inconscient ? C'est la question que je me pose, parce que lorsque je suis face à un patient, il parle, etc., et je lui demande de fermer les yeux, souvent, moi je ferme les yeux, et j'ai plein d'informations qui surgissent. Et ces informations qui surgissent, je n'ai pas pris mon tambour pour aller dans le monde d'en bas ou dans le monde d'en haut, avoir des informations. Non, on est dans une relation très, très, très humaine, hein, une relation d'accueil. Le patient est ouvert,
moi, je sors mes antennes et je reçois ce que le patient m'envoie. Mais ce dont il n'a pas conscience. Il ne m'envoie pas consciemment des informations, mais quelque part, son âme s'ouvre. Et c'est ce sur quoi je réfléchis maintenant. Parce que lorsque je pratique le voyage chamanique ou lorsque je pratique un recouvrement d'âme, je me relie à la source. Et puis je deviens... C'est comme lorsque je peins ou lorsque j'écris, je m'ouvre. Et puis à ce moment-là, je reçois les informations. Mais je passe plus par tout Ce processus. ce processus très codifié. Mais on est obligé au départ de passer par ce processus codifié pour structurer l'expérience. C'est parce qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qui vient d'une autre source et ce qui vient de nous-mêmes. Parce que parfois, il y a des projections du praticien, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas fait un travail sur lui important. Moi, j'ai fait beaucoup, je fais beaucoup de formations avec Michael Harner, avec la Foundation for Shamanic Studies, parce que j'ai fait l'enseignement, la formation sur les 3 ans. J'ai fait plusieurs fois ce qu'ils appellent le 2-week program. Bon, et puis, j'ai fait toutes les formations de Sandrine German. Et puis, je me suis dit, ce qui est important, c'est d'être complètement nu. Je suis vide et je laisse à ce moment-là les informations venir. Je n'existe plus. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai plus d'ego. Puis il y a des gens pour lesquels on ne peut pas pratiquer le voyage parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Moi, je pense qu'on peut obtenir des informations pour quelqu'un parce qu'il y a une relation qui est là, parce que la personne accepte. C'est comme lorsqu'on est médium, si la personne est fermée, on n'a pas d'observation parce qu'elle est fermée. Elle est fermée, tout est fermé, et puis les corps subtils aussi sont fermés. Mais je crois que, in fine, c'est la relation entre les deux personnes, ce qui se passe à niveau humain et aussi spirituel, qui va faire qu'on a des informations. Je ne crois pas en la magie, en fait. Et je pense que le chamanisme, actuellement, il est très, très, très divulgué. On prend de l'ayahuasca, il y a des groupes qui se créent partout, des groupes qui se créent sans aucune ascèse. Quand on prend de l'ayahuasca, c'est important de pratiquer une diète pendant 15 jours avant, 15 jours après, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de sexualité. Il y a toute une ascèse, il y a toute une préparation. Et si on ne respecte pas la plante, et si on veut faire du shopping, du fast-food spirituel, on goûte à tout, à ce moment-là, c'est des dérives assurées. Et c'est pour ça que ça devient très, très dangereux. Ces dérives-là, c'est quoi? C'est la possession? Les dérives, c'est on veut goûter à tout, on n'est pas prêt à prendre la plante, parce qu'il faut être propre à l'intérieur, et il faut aussi prendre la substance dans une perspective de meilleure connaissance de soi, une perspective spirituelle. La respecter. La plante, c'est un organisme vivant. Et s'amuser à galvauder, c'est très galvaudé maintenant. Très, très galvaudé. Et puis, il y a beaucoup d'excès. Alors, les gens vont au Pérou, auprès de chamans qui sont... chamans comme moi. Moi, je pense que c'est très important, si on prend la plante avec un chaman péruvien sérieux, qui est aussi un thérapeute occidental, qui va aider les participants à intégrer l'expérience. Le chaman, il est bien pendant toute la durée de l'expérience. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse ensuite permettre aux participants de remettre tout en ordre. Les gens qui viennent me voir savent que je connais tout ça. Et beaucoup sont venus, mais en morceaux. En morceaux. Avec des chamans qui leur disent « vous êtes possédés, soit des entités noires en vous ». Vous vous rendez compte ce que ça laisse comme trace? Oui, ça peut être évidemment très grave. Et moi, je ne veux pas travailler avec ça. Et on m'a souvent demandé si je pratiquais la dépossession. Alors, dans mon livre, il y a un cas qui s'appelle possession et dépossession, mais ça s'est fait à niveau chamanique et psy aussi. Pour moi, la pratique chamanique, elle est indissociable de ma pratique psy. C'est pour ça que je dirais que j'ai une approche psycho-chamanique et que le chamanisme que je pratique, c'est le néo-chamanisme tel que l'enseignait Michael Harner et Sandrine German. Il y a une dimension psychothérapeutique.
sachant qu'un soin chamanique, ça ne remplace pas une psychothérapie ni un soin médical. Si quelqu'un a une maladie très grave, à ce moment-là, il est important qu'il y ait une alliance thérapeutique entre le médecin et le praticien chamanique. Mais en aucun cas, on doit dire à un patient non, Décrocher de la médecine dite attendez, traditionnelle pour mais ne c'est se criminel. consacrer Mais qu'à moi, ça. ça me révolte. Vous voyez, ça me révolte. L'important, c'est vraiment de rester éthique, de respecter un cadre déontologique extrêmement Clair. structuré, clair. Enfin, et c'est la clarté du praticien qui aidera aussi le patient à aller mieux. Dans vos pratiques, il y a la respiration holotropique, le chamanisme, on en a parlé, et vous faites l'association des deux. C'est une pratique spécifique chez vous? Pour moi, si vous voulez, d'abord, ça m'amuse à la fin. Bon, donc quand lorsque j'ai 2 jours de séminaire, samedi et dimanche, on commence le vendredi soir, donc je présente la respiration holotropique, le type d'expérience que les gens peuvent vivre, parce que c'est très surprenant souvent. Et le samedi, il y a une session respiratoire le matin. L'après-midi, il y a l'intégration de l'expérience. Et le dimanche, on répète. Pour ceux parce qu'on travaille pas en binôme. Combien de personnes vous prenez? Entre entre 16 et 18. Là, j'ai un groupe qui va avoir lieu à la Pentecôte. Donc, c'est un groupe plus long. Donc, il va y avoir une journée totale dédiée au chamanisme et au pinceau chaman. Et 2 jours et demi à la respiration holotropique. C'est-à-dire que chaque personne en binôme a son pupitre de dessin et va dessiner? Non, alors donc, une fois que l'expérience holotropique, elle va durer 3 heures. Donc, la respiration holotropique, c'est une approche qui cumule, qui unit une respiration hyperventilée, on respire avec le ventre, Avec le ventre. et des musiques, différents types de musique, comme elle dure 3 heures. Donc, au début de l'expérience, on va respirer sur des musiques très tribales, très percussives, très galvanisantes, qui vont venir faire monter, qui vont aider l'énergie à monter. Et puis, au bout de 3/4 d'heure, on change les rythmes de musique, on met des musiques plus dramatiques, une fois que l'énergie est là et que le patient est rentré dans un état d'expansion de conscience, parce que c'est la respiration qui va aider la conscience à s'ouvrir. C'est l'hyperventilation. Et l'hyperventilation, elle était pratiquée par tous les grands mystiques de toutes les grandes traditions pour entrer dans un état de conscience spirituelle élargi. Et donc, ils ne vont pas respirer comme ça pendant 3/4 d'heure, mais on leur demande de respirer comme cela jusqu'à ce qu'ils sentent que leur conscience se modifie et qu'ils rentrent dans un autre espace. Donc, il y a des sensations corporelles différentes, un rapport au temps et au lieu différent. Et ensuite, donc, au bout de 3/4 d'heure, on met des musiques plus panoramiques, des musiques dramatiques, des musiques qui ont trait à la souffrance humaine, qui sont inhérentes à notre condition humaine. Et puis, troisième phase, ensuite 3/4 d'heure après, on met des musiques spirituelles, des musiques ayant trait à toutes les traditions. Et ce qui est intéressant, c'est que le souffle, la respiration accélérée, va venir créer des contractions, des crispations musculaires, voilà, et qui sont souvent très, très symboliques de tensions psychologiques. Et ce qui est intéressant dans la respiration holotropique, c'est qu'il y a un travail corporel. Donc, si je vois que les mains du participant se crispent, que les mâchoires se tétanisent, à ce moment-là, il y a un travail. Toujours, on est très respectueux de la personne, on s'approche de la personne, pas tout de suite. On vient vers elle et puis on observe ce qui se passe. Quand on sent que c'est trop douloureux, à ce moment-là, on fait un travail sur la cuirasse caractérielle, la cuirasse musculaire, que William Reich appelait la cuirasse caractérielle, et on va appuyer et on va demander au patient de résister. C'est-à-dire, j'appuie et résiste et exprime un son. Et la pression du thérapeute sur le membre crispé et la résistance du patient, plus l'expression du son, vont libérer l'énergie qui était encapsulée dans les muscles. Et à ce moment-là, il y a ça crée une hypermnésie, parce que ce qui était contracturé, en fait, c'est ce qui est gardé, c'est ce qu'on ne veut pas voir sortir. Et quand le patient crie,
et que le corps se détend, à ce moment-là, il exulte et il y a toute une émergence de souvenirs refoulés. Ça crée une hypermnésie, en fait. Et c'est absolument fascinant. Alors, et donc, on parlait du dessin. Donc, une fois que tout le monde, que tous les participants ont terminé de respirer, que nous, j'ai un assistant, et on a checké que le patient était revenu à la réalité ordinaire, on leur propose, donc on leur donne des feuilles de papier sur laquelle il y a un cercle, et ils vont faire un mandala. Et ce mandala, ensuite, va être parlé. On va déjeuner après la séance. Donc, on vit dans un hors-temps. On peut déjeuner à 2 heures, 3 heures. Et une fois que tout le monde est déjeuné, on revient. Tout le monde se réunit dans la salle de travail, parce que c'est comme un accouchement. Et ils viennent avec leur mandala, qui est la structuration de l'expérience. Et puis, les expérienceurs, ceux qui ont vécu l'expérience, vont parler de ce qu'ils ont vécu. Et si on voit à un moment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vécu, ou qui a été... Je sens, alors là, c'est toute mon intuition clinique, mon intuition chamanique. Je leur propose, je dis à la personne, écoute, j'ai l'impression que c'est pas complètement terminé. Ah si, je pense que je suis vraiment revenue. Et puis la façon dont la personne le dit, je sais qu'elle n'est pas revenue. Donc on l'invite à se mettre au centre de la pièce, au centre du cercle. Et puis, moi j'ai des tambours, donc les gens vont taper, vont faire chanter les tambours. Et je vais faire un travail parfois de recouvrement d'âme, ou d'extraction, ou bien un travail en constellation familiale. Tout dépend. Et ça, le moment d'intégration, c'est un moment très, très, très important. Oui. Ce qui est important aussi quand on fait ce genre d'atelier, je ne sais pas si vous appelez ça un atelier, un week-end thématisé, Un stage, voilà, ouais. c'est l'après. Et beaucoup de gens nous disent, on laisse et on lâche les gens après avoir vécu 2 jours ou 3 jours d'immersion comme ça, on les lâche un peu dans la nature. Est-ce que vous, il y a un suivi derrière? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont des patients à moi. Il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de professionnels. Et les personnes qui vont participer au séminaire, d'abord je les interviewe, il y a toujours un échange téléphonique. Et je ne prends jamais des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui sont sous antidépresseurs, suivis par un psychiatre, bien sûr, et par un psychothérapeute, je les prends. Mais les personnes qui sont sous neuroleptiques, je ne les prends pas. Et je demande toujours aux gens s'ils ont fait un travail psy avant. S'ils n'ont pas fait de travail, je ne les prends pas. D'accord. S'ils me disent « Ah ben oui, j'ai fait du Reiki, j'ai fait du travail énergétique », non, je ne les prends pas. Il faut vraiment qu'ils aient fait un travail psy, qui soit un travail structurant. Je ne suis pas du tout contre le Reiki. Moi-même, j'étais formée au Reiki. Je fais les 2 premiers niveaux. Mais ce n'est pas une psychothérapie. Et les personnes qui font des stages, ah ben oui, j'ai fait quelques stages chamaniques, ce n'est pas une psychothérapie. Le travail psychothérapeutique, c'est un travail sur notre psyché. C'est un travail aussi sur notre âme. Mais c'est très, très important. Et mon travail, de toute façon, c'est un travail très structurant. Et il y a toujours des moments de parole après chaque expérience, que ce soit l'expérience holotropique ou l'expérience chamanique. Quand je leur apprends à voyager, à rencontrer un animal de pouvoir, à obtenir des informations, il y a toujours un moment de partage et chaque personne va prendre la parole. Et quand le séminaire se termine, on termine par un rituel qui est un moment de prise de parole. C'est passionnant et ça donne envie. Il y a une question qu'on se pose, et notamment dans la partie 4 du chapitre 13, pour vous dire. Vous l'avez lu vraiment avec attention. Mon Dieu. Oui. Vous parlez notamment du rôle du chaman, et il y a une très belle définition. Vous parlez de son rôle comme le fait de rapatrier l'âme. Je trouve que c'est une belle façon de présenter l'activité, en tout cas les possibles du chaman. Rapatrier l'âme. Et vous le disiez, il y a des gens qui viennent vous voir pendant vos séminaires et qui sont cassés. Et ce travail est là pour ça. Et eux, ils font le travail parce que la respiration, en anglais, c'est holotropic breath work. C'est le travail de respiration. Breath work, c'est le travail de respiration. Donc, ils le font. C'est eux qui vont respirer. Et c'est pas facile. C'est fatigant. C'est vrai. Mais c'est eux qui le font. Et nous, je dis toujours, et c'est ce que Grof disait, nous sommes des sages-femmes. On est des accoucheurs.
Mais il y a on est des accoucheurs, mais le bébé, s'il pousse pas dans la filière pelvigénitale, pour accompagner des contractions de la mère, mais s'il pousse pas, il faut aller chercher le césariser. Mm. Donc, c'est vraiment une collaboration. C'est vraiment une alliance thérapeutique. C'est très intime, hein. Très, parce qu'il y a dans les groupes, d'abord on se tutoie tous, parce qu'on va vraiment dans quelque chose de très archaïque. Vous savez, des bébés qui naissent et qui vont pleurer comme des bébés. Un jour, j'ai une de mes patientes qui a pris mon sein. Et je crois que ça a dû être filmé, je crois, dans un séminaire, avec son accord, parce qu'il y a un petit film qui avait été fait. Et bon, je me suis dit, un jour, si je tombe sur un homme, ça c'est jamais... Bon, donc, j'ai un biberon. Et quand je vois qu'il y a un réflexe de succion, à ce moment-là, je donne le biberon. Mais on est vraiment dans l'archaïque. On est dans le holding, dont parlait le psychanalyste anglais Winnicott. On est de quelque chose de très, 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 très essentiel, de l'ordre de la... Oui, on est dans la naissance, on est dans les premiers moments. Et souvent, des patients qui n'ont pas été accueillis par leur mère, mais ils sont accueillis par la thérapeute ou le thérapeute, mon assistant Claude, qui est un type très bien, qui a l'habitude de ce travail. Il est très essentiel aussi, parce qu'on a besoin d'être accueilli par le père. Et c'est pour ça que les limites, le cadre est très important, parce que si le cadre n'est pas sécure, le patient ne peut pas se laisser aller. Donc on accorde énormément d'importance à la sécurité du cadre. Vous pouvez vous laisser aller, parce qu'on est là, on est là à chaque instant. On ne vous laisse pas tomber, on ne fait pas autre chose. On est vraiment à la disposition, au chevet de l'autre. De l'autre. Alors on a parlé, parce que le temps passe vite, mais on a parlé de la pratique chamanique, on a parlé de la respiration holotropique, le jeûne. Vous parlez du jeûne. C'est une pratique parfois qui a souvent été pas contredite, mais elle suscite quand même quelques débats. Quelle est votre position sur le jeûne? Moi, je le pratique. Alors, il ne faut pas que je le pratique quand je suis fatiguée. Je le pratique quand je suis en forme. Et je dois dire que le plus long jeûne que j'ai fait, c'était 15 jours. Ouais. Alors, au début, il y a une acidose, il y a une détoxification, donc c'est pas facile. Et donc, moi, je prenais de l'aspirine ou du Doliprane. C'était accompagné aussi d'hydrothérapie du côlon. Et ça a été des moments extraordinaires, des moments de découverte. Puis finalement, on se dépasse. On n'a pas besoin de manger à des moments, on est réglé. Bon, c'est important de manger quand on a faim, mais si on n'a pas faim, pourquoi manger à des horaires vraiment? Et puis on est dépendant. On est très dépendant de la nourriture. La nourriture aussi, c'est une compensation. Et lorsque donc le jeûne s'est terminé, moi je voulais continuer, et la personne qui dirigeait l'expérience me dit mais non, tu prends l'avion maintenant. Donc il y avait 2 jours de réhabituation. Et ce qui était amusant, c'est que le jeûne le plus long que j'ai fait, c'était en 2016, 1 mois ou 2 mois avant que je sois agressée la 2e fois. Et quand je suis allée, j'étais à Pompidou, hospitalisée, et c'était tellement mauvais ce qu'il donnait que je n'ai rien mangé pendant 1 semaine. Et je n'étais absolument pas fatiguée. Et les médecins m'ont dit, mais il faut manger, etc. Mais quand ils vous donnaient des œufs à la mayonnaise pour commencer une omelette comme plat de résistance, du biscotte moi, je ne pouvais pas. Donc, je leur ai expliqué, ne me forcez pas, parce que ça me rend malade de manger devant l'infirmière. Donc, faites-moi confiance. Ça ne m'a pas du tout fatiguée. Et pour moi, jeûner, c'est comme un rendez-vous avec moi-même. Bon, quand je jeûne maintenant, c'est 1 semaine. J'avais jeûné dans un institut qui est réputé, qui est très sérieux. Ça aussi, il ne faut pas le faire de façon sauvage. Oui, parce que c'est la question que je vais vous poser. Quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par cette pratique, qui veut la mettre en application, là, tout de suite, maintenant, et que son corps, d'abord, n'a jamais été habitué à cela. Quelle est la manière de procéder, on va dire, intelligemment et sans risque? D'abord, il faut que la personne soit, je pense, en bonne santé. Alors maintenant, dans certains services en oncologie,
On propose aux personnes qui sont sous chimio, qui vont avoir une chimiothérapie, une séance de chimio, de jeûner pendant 2 jours. J'en parlais l'autre jour avec une amie médecin qui a eu un cancer, et dans le service où elle était, on lui suggérait, et peut-être parce qu'elle était médecin et qu'elle pouvait aussi se réguler. Moi, je pense que lorsqu'on est en souffrance, il faut d'abord l'accord du médecin. Alors évidemment, vous avez des médecins qui sont contre. Il faut vraiment y aller très très doucement. Et moi, ce que j'ai pratiqué cet hiver et qui a été génial, parce que j'étais trop fatiguée et je sentais que j'avais besoin de quelque part de me nettoyer. J'ai fait une monodiète. Et Donc commencez donc, par ça. et c'était génial. Parce que quand on a un certain âge, il est préférable d'être doux avec soi. Et la monodiète a eu les mêmes effets que le jeûne. Donc le matin, c'est un jus de citron. Je fais ça dans un centre, hein. Et puis ensuite, une infusion. À midi, donc pendant une semaine, à midi, on va manger toujours le même aliment, soit du riz cuit à l'eau, sur lequel on met des algues, et puis, ou bien 2 bananes oxydées. Et c'est trop sucré, moi j'ai pris du riz. Et pendant les 2 premiers jours, j'étais un peu. Le 3e et le 4e, j'étais un peu fatiguée, et après je pétais des flammes. Et je pétais des flammes. Alors, il est sûr que prenez de la vitamine C, du magnésium, mais je ne veux pas donner, je ne fais pas une ordonnance. Oui, oui. Hein, et je dis, tout doit être fait, je crois, En conscience. en conscience et en gardant la raison. Et il n'y a aucune recette miracle. Et chacun ressent ce qui est bon pour lui. Je voudrais, avant qu'on termine cette émission, Martine, on va dire juste un mot. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de ceux et celles qui nous regardent et qui ont eu peut-être des petits bruits là avec votre micro, parce que vous avez un très joli collier que vous avez souhaité garder, et vous avez bien raison. Mais il y a une particularité, et vous parlez notamment des Amérindiens et de cette couleur bleu turquoise qui a une signification particulière et un sens particulier pour vous, hein. Je ne mets jamais de bijoux. Je déteste ça. Mais les seuls bijoux dont je ne puisse absolument pas me défaire, Oui. c'est les bijoux turquoises, parce que ça me relie aux Amérindiens, et je pense que j'ai quelque chose de très fort avec ce peuple. Et c'est peut-être pour ça aussi que je pratique le tambour, et que ça doit revenir certainement à des mémoires De vie de vie antérieure. antérieure. J'ai une passion pour les États-Unis. J'ai vécu là-bas entre la France et les États-Unis pendant très très longtemps. J'ai les formations les plus importantes pour moi, qui ont complètement transformé ma vie, ont lieu Déroulé là-bas. là-bas. Et mon regret, c'est de ne pas habiter là-bas. Je suis américaine dans l'âme, et depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, j'ai demandé un jour à mon père, mais après la guerre, vu ce qui s'est passé, pourquoi vous n'êtes pas allé aux États-Unis? Mon père était français, gaulliste. Mais il est évident que la première fois que j'ai mis le pied sur le sol américain, j'avais 24 ans, je rentrais à la maison. Et avant de faire des études de psycho, j'ai fait des études d'anglais sans savoir pourquoi je faisais des études d'anglais. Et la réponse, je l'ai eue. Mais oui. Mais alors, avec tous vos voyages chamaniques, vos états modifiés de conscience, vous n'avez pas eu la réponse à ce désir, de ce ressenti à l'américaine, si je puis dire? Ah ben ce sont des vies antérieures, certainement. Mais pour moi, quand je voyage, pour moi, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est ce que disait toujours Sandrine German. Elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas voyager pour elle-même. Elle avait toujours besoin que quelqu'un d'autre voyage et lui donne la réponse. Moi, les réponses, je les ai. Vous voyez, quand j'étais agressée la 2e fois, j'étais avec un patient, c'était un nouveau patient. Il était un peu bizarre, j'en parle aussi dans mon livre. Je l'appelle Patrick, et j'avais l'impression qu'il allait me bouffer, sauter sur moi. Pourtant, j'ai une grande expérience de l'autre, mais j'avais très peur. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit: tu ne vas pas ressortir vivante de ton cabinet, tu vas être menacée d'un poignard. Je me suis dit, mais il va sortir un poignard. C'est une voix. Je ne suis pas visuelle, mais je suis clairaudiente quand je voyage. Et j'entends. Et il va sauter sur moi. Et en fait, le pauvre, c'était un homme malheureux et qui a repris rendez-vous pour la fois suivante. Et c'est le patient d'après qui m'a agressée. Et quand il m'a planté le poignard
à ce moment-là, j'ai profité d'un moment d'inattention pour grimper sur le balcon. Il faisait très chaud, la fenêtre était ouverte. J'étais souple, hein, j'avais fait beaucoup de danse et de yoga. Je suis montée sur le balcon, passée par la balustrade, et avant de sauter, j'ai regardé où il était. Et il avait la pointe de son poignard qui était à quelques centimètres de mon dos, et j'ai sauté. Et c'est pour ça que je me suis fracassée. Donc, alors je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Non, parce qu'on parlait justement des ressentis Voilà, et, les ressentis, oui, oui. et le côté américain. C'était ça la question de Oui. départ et le fait que vous soyez, que vous entendiez voilà, des et choses. j'entends. Et pour moi, donc j'entends. Non, il y avait autre chose parce que je n'oserais pas parler de cette agression. Vous m'avez parlé de l'agression parce que on parlait des États-Unis et vous disiez, je vous posais la question de savoir, mais est-ce que dans vos voyages, vous n'avez pas eu la réponse à Oui, cette donc sensibilité américaine que vous non, avez? pas du tout, mais j'entends, mais on m'a jamais donné la réponse. Mais j'ai senti que j'étais chez moi parce que dans ma vie, j'ai aussi épousé un Américain. Je savais, lorsque j'ai commencé, quand je suis partie la première fois à me former chez Groff, je me souviens, le premier séminaire, c'était Transpersonal Psychology and Addiction, la psychologie transpersonnelle et les addictions. Et je savais, en grimpant dans l'avion, que ma vie allait changer, sur tous les plans. Et quand je suis rentrée en France, ma vie avait changé. Bon, après, j'avais des choses à faire, à prendre des choses à mettre en pratique. Voilà. Donc, j'entends les choses. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous changeriez? je vivrai aux États-Unis. Et si je devais refaire, je vais revivre, je serais artiste. D'ailleurs, je travaille comme une artiste. Et si je n'avais pas eu ces agressions, j'aurais jamais pu. C'est pour ça, donner du sens à l'épreuve. D'ailleurs, j'interviens la semaine prochaine à un congrès sur les psychotraumatismes autour de la résilience. Et pour se sortir de l'épreuve, c'est important de lui donner du sens pour ne pas en demeurer victime. Bien sûr qu'on est victime quand on est agressé. Et c'est important de se faire reconnaître victime par la société. J'ai pris un avocat et j'étais reconnue à la deuxième agression. Il y a eu un procès en assises. On était 9 femmes, médecins et psy à s'être fait agresser par le même type. Mais il n'y a eu que 5 personnes qui ont porté plainte. 4 autres avaient peur de la vengeance du criminel au sortir de prison. Et donc, moi, j'ai pris un avocat et j'ai été reconnue victime par la société. Et puis, j'ai été indemnisée. Enfin, on préférait ne pas être indemnisée et pas être victime. Mais c'était important. Mais c'est important aussi de sortir de cette posture de victime pour renaître à la vie. Et je crois que la meilleure personne, le meilleur thérapeute qui puisse comprendre le traumatisme, c'est le psy qui est passé aussi par des traumatismes. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et comme le meilleur psy pour s'occuper d'alcooliques, c'est le psy qui lui-même a été alcoolique et est devenu abstinent. Moi, je me suis occupée d'alcooliques. Enfin, c'est alcoolique, mais je n'étais pas bonne parce que je ne connaissais pas cette souffrance de l'alcoolique. Mais les meilleurs thérapeutes, ce sont d'anciens alcooliques. Ouais. On ne dit pas anciens alcooliques, on dit abstinents. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui ont ce vécu. Bien sûr. Je crois, et c'est ce que je dis toujours, on ne peut accompagner le patient que dans le mieux possible, c'est dans des territoires que nous-mêmes on a explorés. On ne peut pas l'amener là où on n'a pas été. En fait. C'est une vie absolument passionnante que vous avez, douloureuse aussi, très clairement, qui a considérablement changé votre vie, qui vous a fait évoluer, qui vous a fait grandir. Et vous gardez toujours, enfin vous parlez toujours de cette renaissance et en tout cas le fait que dans le chaos, vous avez pu renaître, grandir et évoluer. Ça aussi, c'est un bel enseignement. Et en franc-maçonnerie, on dit l'ordre vient du chaos. Et la phrase de Nietzsche il faut j'ai essayé de la retrouver tout à l'heure, mais il faut avoir rencontré le chaos pour naître ou devenir une étoile filante. Enfin, je me souviens plus très bien de la phrase. Mais je crois que on est une terre, on peut pas planter dans une terre
qui n'a pas été labouré, hein, qui n'a pas été remué. Et je pense que la créativité, elle vient aussi, hein, de ce labourage intérieur. Euh, et la vie, c'est une succession d'épreuves. Mais j'ai souffert, mais je peux être aussi heureuse, hein, et capable de me réenchanter. Et voilà, Et d'aimer la vie, et comme vous le d'aimer la dites. vie. Et puis, Ouais. je pense que l'amour, c'est aussi Mm. le meilleur chemin de la guérison. L'amour de l'autre, l'amour du conjoint, l'amour de la vie. L'amour de la vie, hein. Mon livre, en fait, je crois que si je devais lui redonner un nouveau titre, ça serait Ode à la vie, en fait, ou la danse de l'invitation, la danse de la vie. Promettez-moi que vous allez essayer de, même dans un état modifié de conscience, vous mettre au piano. Je vous promets, et je vous enverrai L'enregistrement. l'enregistrement. Parce que Oui. c'est ça qui est formidable avec Martine, c'est qu'elle m'a envoyé des petites vidéos, notamment des moments où vous êtes justement en train de peindre. Ouais, Et j'ai vu ouais. ça et c'est toujours absolument passionnant. Je vous remercie infiniment, Martine, d'être venue. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que vous expliquez les choses avec beaucoup d'abord, de légèreté, même si parfois les sujets sont forts, Mm. touchants, poignants, lourds à porter. Mais vous, voilà, vous le dites d'une manière très simple, très claire, voilà, c'est très agréable de vous entendre. Et j'ai été très content de partager cet instant avec vous. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Mais moi, j'étais très heureux aussi. J'appréhendais parce que je me dis, oh là là, est-ce que je vais pouvoir savoir. Je me sentais un peu embrumée. Et puis, je me suis dit, Martine, laisse-toi traverser. C'est comme ça que tu seras le plus vrai. Et j'ai été vraie et je suis très heureuse de ce moment avec vous aussi. Merci infiniment. Je vous invite à lire ce livre. C'est aux éditions Mama, chez Mama Éditions. Vous avez parlé de Tigrane, qui est le responsable des Mm, éditions, mm, le patron de chez Mama Éditions. On va le recevoir parce qu'il a mm. une trilogie sur le Oui, chamanisme c'est très beau ce qu'il écrit. absolument magnifique. Ouais, C'est un personnage. ouais. On s'est toujours parlé au téléphone, on ne s'est jamais vu. Donc je dis à Tigrane, quand tu veux. Voilà, donc ce plateau, Mm. ces fauteuils, ces canapés sont les tiens. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci Martine, rentrez bien. Merci, Marc. Merci pour votre expertise et votre sagesse. C'est toujours très intéressant de vous entendre. On aura l'occasion de, évidemment, lire vos commentaires parce que si vous saviez, moi j'insiste là-dessus, je ne suis pas à l'affût des petits likes et autres sur les réseaux sociaux. En revanche, sur vos commentaires, c'est toujours très intéressant de vous lire parce que ça nous permet, encore une fois, de prendre conscience du travail que l'on fait et de la manière dont vous l'avez perçu, ressenti, vécu, etc. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Merci à tous. Rendez-vous très vite sur ABC pour une nouvelle émission, un nouvel invité. À bientôt.